The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Vive basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Alors, on va finir cette émission avec, je l'ai dit en présentation au départ, en préambule. Je dis souvent ce mot en préambule. Faudrait que je trouve un autre truc. On va finir par la maman la plus heureuse du monde. Et la maman la plus heureuse du monde en ce moment, c'est la maman d'Eli Okobo. C'est Bonnie. Et pourquoi c'est la maman la plus heureuse du monde? Parce que le devoir des parents, c'est d'accompagner leurs enfants, je crois, à réaliser leurs rêves. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Elle et le père, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai Bonnie qui a bien voulu intervenir dans l'émission et nous parler un petit peu de cette draft et du bonheur que toute la famille vit aujourd'hui. J'appelle tout de suite Bonnie et elle va nous parler de tout ça. Allô. Allô Bonnie, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et c'est génial, tu me réponds à la première sonnerie comme si tu m'attendais. Pas du tout. J'étais en train de faire des trucs sur mon téléphone. Mais je savais qu'à un moment donné ou un autre, ça allait sonner. J'espérais pas un truc sympa de ta part, donc bon, ça va, ça tombe Voilà, bien. tu vois. Bon, tu vas bien? Tu sais, hein, c'est donnant-donnant, ma caille. Ouais, je vois. Bon, tu vas bien? Oui, je vais très bien, Bon, merci. nickel. Et toi? Oui, ça va bien, j'ai chaud, il fait 90 degrés dans la salle là, c'est terrible, mais bon, ça va. Bonnie, Bon. place à toi. D'abord, je te remercie, Bonnie, d'avoir accepté de participer à l'émission. Je te remercie beaucoup. Je voulais Et- dire d'avoir eu l'idée. Oh non, mais c'est moi qui voulais t'inviter, Bonnie, ça faut pas le dire, c'est Bravo. moi qui voulais t'inviter. Bravo, monsieur Daglite, bravo. Je vous en prie. Donc, Bonnie, dis-moi, j'ai dit, pour te présenter, que t'étais la maman la plus heureuse du monde. Et pourquoi? Parce que le but de tout parent, c'est d'accompagner ses enfants à réaliser, de réaliser son rêve, quoi. Et c'est ce que t'as réussi à faire avec son père, en quelque sorte. Donc, est-ce que oui, t'es la maman la plus heureuse du monde aujourd'hui? Mais en fait, je suis la maman la plus heureuse du monde parce que j'ai 3 fils qui sont géniaux. J'en ai un fils aîné qui aura bientôt 25 ans et qui est infirmier, qui se régale dans sa vie, qui s'est mis au hand depuis 2 ans, sportivement parlant, et qui se régale. Et j'ai un deuxième fils qui vient d'être choisi et recruté par les Suns de Phoenix et qui réalise son rêve. Donc, je suis absolument ravie pour lui et heureuse pour lui. Et puis, j'ai un troisième qui est encore au lycée et qui fait du basket aussi et qui est un gamin génial, qui prend de plus en plus sa place et son identité, qui est drôle à mourir. Samuel? Et ouais. Et donc voilà, je suis ravie d'avoir ces 3 enfants-là. C'est un vrai bonheur, même si les échanges sont pas toujours faciles, parce que parents-enfants, c'est pas toujours facile, mais je suis super heureuse d'avoir les 3 enfants que j'ai. Et Samuel fait du basket aussi. Samuel fait du basket, il est un peu en stand-by parce qu'il a les chevilles un petit peu beaucoup en vrac, donc il est en pleine rééducation. Mhm. Il a joué à Bègle l'année dernière, il va sûrement changer de club cette année, mais rien n'est défini parce qu'avec ses chevilles, c'est un peu compliqué de faire des entraînements. Il a très très envie de faire une carrière professionnelle, mais c'est en train de mûrir dans sa tête, donc c'est à lui de prendre ses responsabilités, de prendre sa place là-dedans aussi. Mais c'est ce qu'il aimerait bien faire. Pour l'instant, il emprunte la voie scientifique à l'école et puis il verra bien, il va se découvrir petit à petit. Alors, parlons un petit peu d'Eli. Je voudrais savoir, Bonnie. Eli, je connais. Eli Okobo, ça te dit? Ah, si, ça y tu est, vois mon Ok. numéro 2. Ah mais attends, tu vois, je vais te poser une question à laquelle j'avais même pas pensé. Comment t'as choisi ce prénom d'Eli? Alors, comment j'ai choisi ce prénom d'Eli? C'est un Comment prénom que vous j'aime l'avez bien choisi, en tout cas? et le père de ma grand-mère s'appelait Eli. Et on aimait bien ce prénom aussi, donc voilà. En vérité, il aimerait pas que je le dise, mais je vais le dire quand même. Sa véritable identité, c'est Eli Frank. C'est Eli Frank, mais il n'aime pas du tout qu'on l'appelle comme ça. Ouais. Et donc du coup, il se fait appeler Eli et c'est plus simple et plus court.
D'accord. Mais voilà, c'est un choix, je sais pas. Je me souviens pas vraiment comment ça a pu arriver, mais je sais que effectivement c'est le prénom du père de ma grand-mère et on trouvait ça original. Effectivement, il y en avait pas à l'époque, comme les Lucas, il y en avait pas à l'époque. Et maintenant il y en a beaucoup et les Samuel un peu moins, mais il y en a encore, il y en a quand même. D'accord. Bon, moi, Bonnie, on se connaît un petit peu, mais je te pose la question pour ceux qui vont nous écouter. Toi, t'étais pas du tout du monde du basket, si je dis pas de bêtises. Alors, on va faire plus que ça même. Je suis pas du tout du monde du sport. D'accord. Mais quand même, très jeune, enfin très tôt, t'as suivi Ellie dans le basket et tu l'as soutenu. Alors, même avant ça, t'as suivi Yves, le papa. Ben en C'était fait, basketteur. je suivais leur père dans ses matchs, dans les déplacements. Lucas suivait avec nous quand il est arrivé, et puis Lucas il voulait tout le temps courir, donc les trois enfants ont fait de l'éveil multisport. Et puis Lucas il s'est bien plu dans l'athlétisme, donc il a fait de l'athlétisme pendant des années. Mhm. Et Ellie, c'était le basket et donc effectivement ils ont suivi, ils ont choisi leur sport. Ellie c'était le basket et Samuel aussi, Samuel pardon, ça a été l'athlétisme aussi. Et puis il s'est mis au basket quelques temps après. Mais Ellie c'était le basket et ça a toujours été le basket. Il a émis l'hypothèse pardon de faire du foot et puis c'est très vite passé. C'est passé. Mais c'était le basket depuis petit, depuis qu'il marche. Depuis qu'il marche, c'est le ballon et le basket. D'ailleurs, pour faire une petite aparté sur le grand frère, j'ai zappé le prénom. Lucas. Pour Lucas, Lucas. pardon. Lucas est pas mal du tout en athlétisme et il faisait du saut en hauteur. Et tu peux nous rappeler quelle était la hauteur qu'il était capable de sauter? 2,03 m. D'accord. Donc, je pense que tout le monde, 2,03 m. tout le monde imagine ce que c'est. Le gars, il passait presque par-dessus LeBron James, quoi, en gros, tu vois. C'est ça. Donc, Presque. c'est pas Fallait mal. pas qu'il bouge. Fallait pas qu'il bouge. Ouais. Et donc, une famille d'athlètes, quoi. Et, Oui. Bonnie, tu sais, on en avait discuté avec Jamel. Et souvent, ce qui revient, c'est que Ellie, jeune, c'était un petit gabarit, plutôt frêle. Et beaucoup l'imaginaient pas arriver à ce à quoi il arrive aujourd'hui. Toi, quel était ton positionnement? Est-ce que tu y croyais? Enfin, comment tu vivais ça? Moi, je vis les trucs au jour le jour, en fait. Donc, c'est lui qui a mené ce qu'il voulait. C'est lui qui a bossé pour arriver là où il est. Et moi, je suivais au jour le jour. Souvent, quand il était petit, il aimait beaucoup suivre son père au basket, aux entraînements. C'était pas toujours possible parce que parfois il y avait école le lendemain. Mais quand il n'y avait pas école le lendemain, des fois je le poussais un peu avec son père et je disais à son père emmène-le avec toi, il adore ça. Et parfois son père à l'époque allait s'entraîner avec les JSA. À l'époque, il y avait Pierre Jouvenet qui était un entraîneur extraordinaire. Et alors c'était super parce que Ellie, donc, et sans prétention aucune, mais à 2 ans, Ellie avait un truc inné du double pas. Il faisait des doubles pas, il driblait, il avait vraiment ce truc-là. Et donc je le poussais pour qu'il aille avec son père quand son père allait s'entraîner au JSA, en dehors de ses entraînements de club. Et Pierre avait une technique géniale, c'est que quand les grands étaient sur le terrain, il disait à Ellie, tu t'assois, tu bouges pas. Et Ellie ne bougeait pas. Et dès que les grands avaient une pause pour aller boire ou ça respirer 2 minutes, il disait, vas-y Ellie, le terrain est à toi, tu peux y aller. Et l'autre, il s'éclatait sur le terrain et il adorait ça. Il adorait ça. Et puis après, on faisait les déplacements dans les Landes, un peu partout. À l'époque, quand Ellie est née, son père venait d'arriver à Mérignac. C'est un bébé de Mérignac, enfin, si on peut dire ça comme ça. C'était en 97. Et donc voilà, donc on suivait papa au basket. Et moi j'ai fait au jour le jour. Moi je me suis pas imaginé un jour qu'Ellie irait en NBA. Oui. Il a fait son petit bonhomme de chemin. Il a toujours fait plus que les autres, Ellie. Il a fallu toujours qu'il fasse plus que les autres dans son travail, parce qu'il était jamais capté au premier truc. Après, il y a des gens qui ont vraiment eu la capacité de reconnaître, d'avoir l'œil pour se dire, ce gosse, il a un potentiel et du talent. Chez certains, ça a pris du temps. Chez d'autres, ça a été plus rapide. Mais il faisait son bonhomme de chemin et moi j'accompagnais dans la mesure du possible quand j'étais pas au boulot, quand j'étais pas tout ça, pour le voir jouer, pour les matchs, pour ceci, pour cela. Mais il te le disait, Voilà. vous en parliez, il te disait que c'était son rêve, qu'il voulait aller jouer à NBA, aller au plus haut niveau. C'est des sujets que vous abordiez? Pas spécialement.
pas spécialement. Il le disait tout à l'heure, j'étais chez mon oncle et ma tante et le chéri de ma cousine me dit, purée, mais Bonnie, je me souviens, Ellie, au bord de la piscine à 8 ans, il disait, mais moi, je jouerai en NBA. Et il me dit, tu te rends compte, il y est. Et j'ai pas le souvenir de ça. En tout cas, c'était pas le projet, Mm. quoi. Mais par contre, le projet, c'était de l'accompagner dans son niveau de jeu en département, en région. Puis après, Elie, il avait fait ce qu'on appelle les présélections régionales. Donc, il était avec l'équipe, je sais plus comment ça s'appelle, là, avec un coach qui s'appelait Franz Appel. Il a fait des sélections Les sélections régionales. Aquitaine et compagnie. Voilà, il a été champion. Il a été champion aussi. Ils ont eu des remises de trophées à la région. Il est parti à Rodez faire des tournois. Et puis, il s'est présenté. On a été à la réunion du pôle à l'époque, à Mont-de-Marsan, mais il n'avait pas spécialement envie d'aller. Lui, il voulait rester à Bordeaux avec ses copains. Mhm. Et en même temps, je crois que le pôle avait pas spécialement capté des compétences sur Ellie, donc c'était pas bien grave. Et Ellie, il a dit, moi, je reste avec mes copains à Bordeaux et chez mes parents. Et Ellie était au collège en horaire aménagé musique. Et à l'époque, il y avait aussi le basket, puisque c'était à Linord d'Aquitaine. Et nous, on avait dit, Coco, tu vas pas en section basket parce que avec les a priori qu'on a, ça va être la glande. Donc, tu continues la musique et voilà quoi. Et finalement, ça l'a pas du tout empêché de faire son bonhomme de chemin et d'arriver jusqu'où il est arrivé. À partir de quand ça a quand même été concret que Ellie avait un truc en plus et qu'il fallait peut-être insister davantage parce qu'il pouvait vraiment devenir un gros joueur? À partir de quand t'as réalisé ça, toi? Je crois que j'ai pas réalisé, j'ai toujours pas réalisé en fait. Je sais pas si je me pose la question comme ça. Jamel a toujours eu, et je remercie Jamel du fond du cœur pour ça. C'est vraiment quelqu'un que je porte dans mon cœur. Tu peux Jamel dire, parce que certains ne sauront peut-être pas qui est Jamel. Est-ce que tu peux... Jamel, c'est le coach d'Elie à Mérignac. C'est un de ses premiers coachs qui l'a toujours chouchouté beaucoup, qui l'a toujours beaucoup valorisé, qui lui a toujours donné de l'espace de jeu et qui est aussi à l'origine de sa formation enfant au basket. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un, Jamel, c'est un des coachs de Mérignac. Ça fait maintenant, Elie a 20 ans, ça fait, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années qu'on se connaît. Puis après, il a été dans les différents clubs, mais c'était beaucoup plus bref que le temps qu'il a passé à Mérignac. Mm. Et moi, je suis pas une professionnelle du basket. Moi, j'ai pas la compétence pour dire il faut que tu joues comme ça, il faut que tu fasses ci. Je n'ai jamais été voir un coach, jamais, parce que mon gamin ne jouait pas, parce que il coachait pas comme il fallait, etc. Et j'ai toujours dit à différents coachs que moi, c'était pas mon job, mais que par contre, sur d'autres choses en termes d'organisation, etc., j'ai pu parfois l'ouvrir. Mais concernant le travail de coach, moi, je sais pas faire. Je suis pas compétente. Et du coup, j'ai pas ce regard et j'ai jamais eu, je crois, ce regard que peuvent avoir des professionnels du basket pour dire il a le talent pour aller jusqu'en NBA, etc. Par contre, j'ai toujours dit à Ellie, éclate-toi dans ce que tu fais, régale-toi, mets-y le meilleur de toi et vise, à partir du moment où il est rentré à Pau, vise le plus haut que tu as envie de viser, vise toujours le plus haut. Et Ellie a toujours visé le plus haut. Ellie a toujours aimé jouer contre des gens plus forts que lui. Quand il changeait de club, il voulait jouer, il était surclassé, Ellie, quand il jouait. Et il préférait être surclassé et peut-être avoir moins de temps de jeu, mais s'appliquer à travailler, à faire sa place et à passer les autres, à dépasser, plutôt que de jouer avec des moins forts où il aurait eu du temps de jeu. Ça l'a jamais intéressé. Il a toujours voulu aller avec des plus forts pour se surpasser dans ce qu'il faisait. Alors, tu dis Toujours. que toi, t'as pas cet œil enfin, cet œil qui te permet de capter effectivement qu'il avait quelque chose en plus, ce qui est tout à fait compréhensible puisque tu dis que tu étais pas du tout du basket ni même du sport, mais tu as dû le ressentir par rapport à ce qui se disait. Que ce soit tes amis, que ce soit les entraîneurs, les parents d'autres joueurs, à un moment donné, tu as dû entendre Ellie, ce gamin, il est spécial, ce gamin, il a un truc. C'est à partir du moment où il a signé à Pau en pro ou c'était peut-être un petit peu avant? Est-ce qu'il y a un moment que tu arrives à délimiter dans le temps où non, parce que j'ai jamais entendu Ellie, il a un truc en plus. J'entendais des potes qui disaient ouais, Ellie, purée, il est bon sur le terrain. Moi, j'ai un pote de Lormont à l'époque qui jouait à Lormont qui disait mais Ellie sera drafté Bonnie.
Et il me dit, moi, j'y crois, il sera drafté. Et, et moi, en fait, mon truc, c'était de me dire, je le lui souhaite. Je lui souhaite d'arriver jusque-là. Mais après, le truc en plus et tout ça, je suis sa maman, je peux pas être objective pour ça, je crois. Maintenant, je sais pas comment exprimer ça, mais oui, je sais bien qu'Elie a des capacités pour en être arrivé où il en est arrivé, mais moi, c'était au jour le jour. Voilà, c'était au jour le Est-ce jour. que c'est pas une façon justement de se protéger, de pas se projeter et puis Je suis pas tellement quelqu'un qui me projette en fait. Moi, je vis là maintenant tout de suite. Je peux avoir des idées pour faire des choses. Je peux avoir envie de faire des choses et me donner des objectifs en me disant tiens là je vais faire ça ou je vais aller là ou voilà. Mais je ne me m'imagine pas dans X années à tel endroit etc. Je sais pas faire ça. C'est pas mon d'accord. truc. C'est pas mon truc. Je suis plutôt quelqu'un je cherche le mot que je ne trouve pas, qui profite du moment présent, d'épicurien, qui est d'épicurien dans le sens où j'aime profiter des choses et des bonnes choses, et je vis le moment présent. Donc, je me fais pas de plan sur la comète à me dire et si ça, et si pas ça, et si machin, et si truc. Et j'ai beaucoup travaillé aussi, et de plus en plus pour ne pas aller me projeter dans des trucs, mais vivre de ce qui se passe et ce qui m'arrive au quotidien. D'accord. Pardon. À partir du moment où Illy a signé à Pau, Ouais. t'as dû forcément te rendre compte qu'il y avait beaucoup de nouveaux amis. Illy était connu de tous. Le milieu, le cercle, j'ai envie de dire, d'amis de connaissances a dû tripler, quadrupler, quintupler. Et Illy, Le cercle d'amis de qui? De Ellie? enfin, pas le cercle d'amis, je dirais plus le cercle de personnes connaissant Ellie, si tu veux. Parce que t'arrives dans un gymnase où il y a 3000, 4000 personnes, je sais pas combien il y a de places à Pau. Il y a combien de places à Pau, tu sais? Aucune idée. Bon. Et tout le monde connaît Ellie, il doit être sollicité tout le temps à la fin des matchs, etc. Est-ce qu'à un moment donné, t'as pas eu l'impression que tu perdais un petit peu ton fils? Parce qu'il est tout jeune, Ellie. Il est tout jeune. Est-ce qu'à un moment donné, t'as pas eu l'impression un petit peu que t'étais un petit peu en train de le perdre? T'as pas ce sentiment Alors en fait, j'ai jamais trouvé que Ellie était sursollicitée du tout. Après, moi, je suis pas dans l'intimité de mes enfants, c'est-à-dire que je connais leurs potes d'enfance et tout ça parce que avec les mamans, on se gardait nos mômes, on se les amenait en vacances ou machin ou ci ou ça. Maintenant, l'entourage d'Ellie actuel, je connais ses très proches, mais je connais pas tout un tas de gens qui peuvent avoir autour. Ellie, il est très pudique aussi. C'est pas quelqu'un qui va aller facilement se jeter dans les bras des gens. Mm. Donc il a jamais été hyper sollicité. Et puis après, au fur et à mesure de sa notoriété, ben en fin de match, tu l'attends dans le couloir, il signe ses autographes, il y a les gamins, il y a les adultes, les photos. Bon, ben c'est comme ça et voilà. Par contre, j'ai jamais eu l'impression de perdre aucun de mes enfants parce que dans ma façon de gérer mes enfants, je suis pas du tout une mère poule et collée à eux. Et en fait, j'ai pas fait mes enfants pour moi. Alors, il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, elle a un raisonnement bizarre, elle se la pète ou j'en sais rien. Mais moi, mes enfants, je les ai toujours tournés vers l'extérieur, vers la relation à l'autre, ils m'appartiennent pas. Maintenant, je suis leur maman, on échange de l'amour. S'il y a des confidences qu'ils ont envie de faire, ils les font, mais c'est pas moi qui vais fouiller leurs trucs pour savoir qu'est-ce qu'il y a, etc. Si je sens qu'il y en a un qui va pas bien, si je sens qu'il y en a un qui a des trucs un peu difficiles, j'essaie d'aborder les choses sans rentrer trop dans leur intimité parce qu'ils sont très, on peut pas rentrer comme ça dans leur intimité. S'ils ont envie de parler, ils parlent, mais moi je peux pas aller fouiller sauf s'il y a un danger chez un de mes enfants et là je rugis. Mais voilà. Après. J'ai pas la même relation avec Ellie qu'avec Lucas et Samuel. Ellie, il est très pudique, il est très fermé, il parle peu de lui en fait. Donc, je vais pas fouiller, je vais pas m'ingérer dans les choses. Voilà. Et comme je disais, mes enfants, ils ont toujours choisi ce qu'ils avaient envie de faire. Moi, mon job, ça a été de les accompagner
dans leur façon de grandir, dans leur relation aux autres, dans le sport, dans leurs activités, dans l'école. Mais c'est eux qui ont fait leur choix de vie. Après, s'il a fallu les aiguiller pour choisir, ben j'ai essayé du mieux que j'ai pu. Mais mes enfants, ils m'appartiennent pas. Et je suis pas scotchée à eux. Je peux les appeler pour des choses importantes, mais je suis pas au téléphone avec eux tous les jours, pas du tout. D'accord. Et on n'est pas collés les uns aux autres. Par contre, on s'aime fort. Et s'il y a un truc grave ou quoi, maman est là. Elle est toujours là. Une autre question Voilà. que j'ai par rapport justement à la relation avec tes fils, les trois. Comment tu gères le fait que Ellie forcément est plus mis en avant par rapport à son activité que Lucas et Samuel et, Mhm. et par conséquent, est-ce que parfois t'as pas eu des craintes de peut-être apporter plus d'attention à Ellie qu'à Samuel par exemple ou qu'à Lucas? Comment tu le gères ça, cet équilibre de bien faire attention à toujours apporter le même intérêt à tous les trois? Tu vois ce que je veux dire? J'exprime peut-être pas bien ma question. Alors Mais est-ce que tu vois ce que c'était je veux quand dire? ils étaient petits, mais maintenant, ça c'est quand ils étaient petits, mais maintenant c'est plus le cas parce que Lucas est plus chez moi depuis un bon moment maintenant, Ellie non plus, donc j'ai plus que Samuel. Mais en fait, leur relation la relation que j'ai avec chacun est différente, mais parce qu'elle s'est construite comme ça. Et en fait, j'ai pas cette sensation d'en avoir donné moins qu'à l'autre. Après, pour Ellie, ça a été, je pense, un peu compliqué la place du second parce que il n'a eu de cesse que de passer d'être le premier. C'est-à-dire que je parlais de ça à son frère dans la voiture tout à l'heure, à Samuel. Ellie, quand on montait les escaliers à la maison au 2e étage, il fallait qu'il soit le premier dans l'escalier. Et c'était la course et la bataille entre Lucas et lui parce qu'il fallait qu'il soit premier. Et je crois que ça fait partie de son leitmotiv dans la vie, justement. Cet Ça esprit fait de partie de son compétition. leitmotiv. Je crois, ouais. Je crois que c'est ce qui fait aussi sa force d'en arriver là où il est aujourd'hui. Et voilà. Mais après, je crois avoir toujours donné la même attention aux trois. Je les ai pas protégés de la même façon. Lucas, quand il arrive et qu'il est premier et qu'il est tout seul, il a une relation d'exclusivité avec sa maman. Ellie, quand il arrive, ben, il y a déjà un frère qui est là, donc la relation, elle est plus d'exclusivité. Et Samuel, quand il arrive en 3e, il a encore une relation différente parce que ben, ses frères vont être très exigeants avec lui, donc il n'aura pas droit à l'erreur, parce qu'ils sont plus grands, donc ils ont chacun été élevés d'une façon différente et dans une relation différente. Chacun. D'accord. Mais il n'y a pas eu moins d'attention. L'attention, elle a été là dans la mesure du possible aussi, parce que par exemple, pendant une période, j'avais des boutiques de prêt-à-porter et je boxais le samedi et je pouvais pas aller voir les matchs de Samuel. C'était compliqué. Donc pendant très longtemps, Samuel, j'ai pas pu aller le voir jouer. Et maintenant que j'ai une autre activité, je peux aller voir Samuel beaucoup plus et échanger avec lui, discuter avec lui. Mais voilà, chacun a eu une place différente, est arrivé à un moment différent. Donc, je pense pas avoir donné moins d'attention à l'un qu'à l'autre ou plus à l'un qu'à l'autre. Après, c'est à eux qu'il faut poser la question. Je pense qu'ils répondront plus justement. D'accord. Amène-nous, Bonnie, dans les coulisses du jour de la draft. Est-ce que tu peux nous raconter, en commençant par le jour où vous avez quitté Bordeaux, où vous êtes envolé, jusqu'au moment où Ellie est appelée et qui monte sur la scène du... Non, c'était pas au Madison, c'était au Brooklyn... Barclays Center. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, vas-y, raconte-nous à partir de quand vous quittez Bordeaux, comment tout ça se goupille. Raconte-nous ça. Bon, ben, on va t'éviter la partie shopping, balade, etc. Ouais, mais, c'est pas sûr que ça intéresse tout le monde. Pas, hein, voilà. Donc, on arrive à New York. Il y a là-bas son agent. Vous partez combien de jours avant la draft? On arrive le mardi. On arrive le mardi en fin de matinée. La draft est le jeudi soir. Okay. Donc, on arrive. Il y a son agent en France qui est Irant Manakian. Son associé, Pascal Lévy, et puis il y a Herman Manakian qui lui est son agent États-Unis, puisque Herman Manakian est le frère de Irant et qu'il gère les joueurs qui sont aux États-Unis. Il est agrémenté par la NBA pour gérer ça. Et c'est Herman qui va gérer tout sur place. Donc voilà, on est
tous dans le même hôtel, on se voit, chacun fait aussi ses petits trucs de son côté, ses petites balades, etc. Le mercredi soir, on fait un repas tous ensemble, les agents, la famille, etc., pour se réunir et puis passer un moment convivial. On apprend en dernière minute qu'on est tous invités au banquet de la draft le jeudi midi avant la soirée. Donc on arrive au Grand Hyatt Hotel de New York avec au milieu de tous les jeunes qui sont là, puisqu'en fait il y a les 19 de la Green Room. Ça sent la testostérone à mort parce qu'ils sont tous là, bien musclés, bien grands, bien costauds, prêts à être draftés. Nous serrons tous la main de notre cher Adam Silver, qui est un homme tout à fait cordial, hein, qui est venu serrer la main à chaque personne, mais en tout cas pour ma part, j'ai eu droit à des félicitations. Voilà. Ensuite, on fait un banquet très sympa pour de la bouffe américaine, très très bon, j'avoue. Et puis après, on repart dans nos pénates, prêts à décoller de l'hôtel à 17h30. Alors, juste un mot sur l'ambiance, Bonnie. L'ambiance, elle est comment? Est-ce que tu sens que les gamins sont déjà un petit peu sous pression parce qu'ils jouent gros? Ou Au banquet? Oui, au banquet. Ou est-ce que, parce que si tu veux, j'ai vu les images de la draft et juste quelques moments avant la draft et on voit que les jeunes sont très détendus. Bon, après, ce sont les 19 que j'ai vus. Hein. Donc, ils sont très détendus, le sourire, etc. Mais est-ce que tu sentais, toi, déjà que c'était un petit peu tendu, que... Non, pas spécialement. Non, pas spécialement, pas spécialement. Ils sont là, ils sont invités, les 19 premiers, ils sont sûrs qu'ils vont être pris, donc je pense qu'ils sont assez détendus. Il n'y avait pas de tension particulière. Non, 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 du tout. Moi, j'ai pas ressenti ça en tout cas. Donc on est censé prendre une limousine de 14 places, puisqu'il y avait aussi Monsieur Ray et son épouse qui sont le président de l'élan. Et notre limousine, toutes les 10 minutes, dit à Herman Manakian, mais je suis à 10 minutes, je suis à 10 minutes, je suis à 10 minutes. Et il arrive avec 1 heure de retard. On doit être à 18h30 au Barclays Center et on arrive à 19h05-10. Donc autant dire que Ellie était en gros stress parce qu'il déteste être en retard et qu'il y avait des consignes à l'arrivée pour savoir comment se présenter, etc. Donc on arrive là-bas, on nous place dans nos rangs et puis en fait on n'était pas si en retard que ça, ils étaient pas gravissimes parce que c'était pas encore commencé, parce que il y a tellement de monde et une ambiance qui se met en place avec je pense 3 chaînes de télé, une en local, une qui vit à la NBA TV, enfin bon je sais plus. Bref. Et voilà. Et on s'assoit et là commence le déroulé du premier tour avec 5 minutes entre chaque pick. Et on attend parce qu'on ne sait rien. Parce qu'on ne sait rien du tout. Parce que tout se calcule, tout se fait au moment, à l'instant T. D'accord. Donc à ce moment-là, en fait, vous avez aucune idée. Même si vous savez que Ellie intéresse tel ou tel club, vous avez aucune idée de là où il va atterrir. Absolument aucune idée. C'est-à-dire que son agent Herman est en bout de rang entre les SMS, le téléphone, et il ne fait que ça toute la soirée. Avec tel club qui dit nous on le voudrait là pour ça, oui mais non, mais la négociation ne fonctionne pas. Tel autre club, oui mais non, mais machin, nous on voudrait pour ça, machin. Et donc voilà, et on attend, et puis on voit arriver des caméras vers nous qui sont les caméras du tour des Lakers. Et donc moi j'ai Irant Manakian à côté de moi et je lui dis mais Irant c'est les Lakers. Il me dit non c'est pas les Lakers. Effectivement c'était pour Moritz Wagner qui était un jeune allemand d'origine à l'université du Michigan et qui a été pris chez les Lakers. Mais effectivement ça donne une idée de la caméra qui s'approche, de ce qu'on ressent, etc. Et puis les tours se passent les uns après les autres et on arrive à Brooklyn qui était très très intéressé, pour lequel la négociation n'a pas abouti. Et on sait que Denver est intéressé en position 43, donc avec un contrat. Donc on n'est pas désespéré, mais le premier tour est terminé et on se dit, ok, c'est quoi la suite? T'es comment toi, à la fin du premier tour? On a annoncé le 30e, t'es moi, comment? T'es déçu? Moi, je suis super contente jusqu'au 25, 26, 27, et là, je me dis, merde, Brooklyn n'a pas pris, 30 est passé. J'espère
j'espère qu'il va avoir un contrat. Bon, t'es J'espère qu'il va avoir un contrat. quand même Parce qu'il y a convaincu qu'il va être drafté, mais Oui, c'était sûr parce qu'il y avait des clubs intéressés. Son agent me dit, c'est OK pour Denver en 43, mais on attend. C'est pas sûr que ce soit Denver. On va voir si c'est avant, mais on sait qu'il y a un contrat chez Denver en 43. Donc, quand arrive la fin du premier tour, moi, je me sens un peu désemparée pour Ellie et je me dis, mince, est-ce qu'il va avoir un contrat? Parce qu'au deuxième tour, il n'y a aucune obligation. Tu le Et là, regardes à son ce moment-là, agent- Ellie? T'essaies de capter Ah oui, son regard pour voir comment il ah, est? mais non, c'est même pas la peine de capter son regard parce qu'il capte le regard de rien ni de personne. Mhm. Il est focus sur lui, il bouge pas et puis il est à ma droite, donc il tourne pas vraiment la tête pour que je le vois. D'accord. Et fin de 30e tour, on annonce que le deuxième tour va commencer, il y a de la pub, du machin, enfin je sais pas quoi, et voilà, et là, la négociation se fait, continue de se faire, et là, ça y est, il rentre, nous annonce, enfin m'annonce moi parce que je suis à côté de lui, que c'est les Suns avec un contrat de 2 ans et les montants du contrat. Donc moi, je tourne la tête vers ma gauche où j'ai, je sais plus qui à côté de moi, Pascal Lévy, j'ai l'associé d'Irante, il y a ensuite le meilleur pote d'Ellie, sa petite chérie, les garçons, leur père au bout, et je regarde tout le monde en disant c'est bon, c'est les Suns, c'est là, c'est maintenant, c'est les Suns au 31e et il y a un contrat. Donc sans crier si tu veux, mais je fais passer l'info. Et Donc tout et de suite, vous là, savez qu'il y a un contrat en fait. C'est tu pas le arrivé sais, après coup. Tout de suite, tu le sais. non, tu le sais au Ok. moment où c'est décidé, où c'est validé par l'agent et par Ellie. Parce que c'est Ellie qui dit oui pour le contrat, hein, quand même. Son agent, il fait la négo, il fait la proposition et Ellie dit oui ou non. Donc, donc c'est OK. Et là, les caméras arrivent vers toi, donc avant que le mec sorte pour annoncer. Et là, tu sais que c'est pour toi. Donc c'est là que j'ai pris mon téléphone pour filmer, pour vous le poster. Cette partie-là où les caméras arrivent, où Ellie va savoir, sait que ça va être pour lui. Et puis où le gars annonce. Et puis après j'ai coupé parce qu'il y a un moment à vivre et que voilà. Mais ça se négocie minute par minute et on ne sait rien tant que l'agent n'a pas dit c'est tel club et il y a un contrat pour tant de temps à tel montant. Voilà. Et ça se passe comme ça en fait. Ça se passe minute par minute. La négociation se fait à l'instant T. Et il faut savoir en fait que derrière le rideau, il y a des coups de fil qui se passent entre les franchises pour dire, OK, par exemple, position 18, 10 à 10, prends-moi machin parce que je veux pas qu'on me le prenne avant et moi je t'échange tel autre joueur ou 2 tours de draft l'année prochaine, etc. C'est ce qui font qu'il y a des équipes comme les Suns qui ont le tour 1, le tour 16, le 31 et le 50 et quelques. Et que d'autres n'ont aucun tour de draft. Voilà. Mais ça se négocie à l'instant T. Donc les gens pensent que ouais, la veille on sait ou le soir on sait. Non, on ne sait rien tant qu'on n'y est pas à l'instant T et que c'est pas négocié et validé par le joueur. Négocié par l'agent et validé par le joueur. Donc voilà. Et après c'est ouf quoi. C'est ouf, ça y est, c'est bon, c'est OK, il y a un contrat et il est pris, il est drafté, il joue en NBA et quel bonheur de vivre ça et quel bonheur pour lui de le voir heureux, même si dans le fond il est quand même un petit peu déçu de pas être passé au premier tour parce que avec les pronostics et les machins, on l'annonçait en 23, après en 26 et la veille en 30, donc on sait pas, mais ça c'est que des pronostics. La vérité vraie, c'est à l'instant T. Bon, de toute façon, l'essentiel c'était d'avoir un contrat garanti. Il l'a. C'est ça, c'est donc, ça. premier tour ou pas, au final, il s'en sort peut-être il s'en pas sort mieux bien. que quelqu'un du premier tour, mais il s'en sort très bien. Non, il s'en sort pas mieux que quelqu'un du premier tour, mais il s'en sort comme quelqu'un du fin de premier tour avec un chouette contrat et un salaire négocié sympa. D'accord. Comment vous avez été disposé dans la salle? Ben t'es dans les gradins, hein, quand t'es pas dans la green room, t'es dans les gradins et puis en fait c'est une rangée en rang d'oignon comme dirait l'autre. Et puis il y avait 2 places sur le rang devant et puis finalement comme ça a tardé et que ceux qui étaient juste devant nous et derrière nous forcément à la fin du premier tour il y a beaucoup de gens qui s'en vont.
Et ben, au moment où il allait être drafté, parce qu'il était censé quand même faire les remerciements, enfin serrer tout le monde dans ses bras parce que t'es heureux, c'est un peu comme les Césars ou les Oscars, tu serres ton voisin et tu passes dans le rang. Donc, ses frères se sont mis juste derrière nous pour qu'on soit un peu plus groupés, pour se prendre dans les bras et se féliciter. Et puis après, il descend et on voit plus jusqu'à ce qu'il ait tout fait, tout signé, tout machin, Ouais. et on passe derrière le rideau. Là, il y a un photographe qui fait des photos, donc il y a eu de très jolies photos faites, lui tout seul, lui avec Avec ses ses frères, frères. lui avec sa mère, etc., machin. Et puis après, on s'en va, enfin, Alors, juste une question, 1h du Bonnie. matin. Mhm, Toi qui parles très bien anglais, mhm. j'imagine que t'étais pas très loin des mamans des autres jours, etc. Est-ce que vous avez pu engager des discussions? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, j'étais assise entre Irant Manakian et Pascal Lévy. Mhm. Il y a aucune conversation qui se tisse avec personne. D'abord parce que les 19 premiers sont dans la green room. Mhm. Les autres sont un peu dispatchés partout, mais tu sais pas trop où. Et en fait, les gens sont pas liants du tout. C'est chacun pour sa Oui, pomme et chacun est venu pour son objectif. Donc non, moi qui parle bien anglais, mais qui suis plutôt très liante, là, tu tu lis peux pas. pas. Tu discutes pas, c'est chacun sa pomme, c'est pas très grave, on s'en fout, hein. Oui, effectivement, on y va. Mais Vous étiez tu pas là pour sens ça. que voilà, non, pas du tout, pas du tout, du La tout. petite touch d'Ellie sur sa veste au Kobo Oui, Salimini, t'étais au courant de ça? non, 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 c'était la surprise, c'était la surprise. Ça t'a fait plaisir? Ouais, c'est top, c'est super, c'est vraiment super. Tu lui donnes des conseils sur la sape ou pas? Oh Parce qu'il est un peu non, swag, Ellie, hein. Il aime bien. mais Ellie, il faut comprendre un truc, c'est qu'Ellie, il écoute pas sa mère. Parce qu'en fait, dès que sa mère lui dit un truc, il est en rébellion. Donc, ce que dit sa mère, il écoute peut-être après, en fait, discretos dans son coin. Mais sur le coup, c'est non, je sais, c'est bon, et voilà. Donc, il me demande pas conseil. Et je peux lui dire, ah oui, ça, c'est bien, ou ça, voilà, mais c'est son goût à lui, de toute façon. Il a toujours eu son goût à lui. Par contre, j'ai adoré la façon dont il s'était habillé. J'ai trouvé ça super. J'aime beaucoup ce look et je trouve qu'il a beaucoup de goût. Même s'il y a des gens qui ont du mal avec le no socks high pants. Mais moi, j'ai trouvé ça super. Bonnie, Et voilà. est-ce que depuis ça, bon, pour aborder un sujet un tout petit peu plus sérieux, est-ce que depuis ça, t'as le sentiment que votre vie a un petit peu changé? Est-ce que t'es plus sollicité? Est-ce que ça a changé quelque chose dans le quotidien pour l'instant ou pas? Pour moi, pas du tout. À part que je vais me barrer à Phoenix, me passer quelques semaines de repos. Et à Manchester, parce que Lucas s'en va à Manchester à la rentrée. Mhm. Donc, je vais voyager. Parenthèse pour les gens qui me disent, ah, mais mon Dieu, mais t'es pas triste, tes fils, ils s'en vont. Mais non, je suis heureuse, je vais voyager. Mais j'adore ça. Donc, c'est un pur bonheur. Non, ça n'a rien changé dans ma vie. Je suis rentrée à Bordeaux, je vais reprendre le taf. Voilà, j'ai mes copines j'ai reçu plein de félicitations, plein de mots de gens que j'aime, qui m'aiment, qui connaissent les enfants, soit juste par moi, soit en vrai, et qui sont super contents. Après, bien sûr, il y en a toujours un ou deux qui fait du zèle en disant, ah, mais ça y est, t'en fais tes jours à NBA, tu vas plus travailler. Donc, je vous informe que j'ai pas prévu d'arrêter de bosser parce que j'aime le job que je fais. Par exemple, ça me permet d'aller à Londres au mois de juillet, donc voilà, c'est génial. Je bosse avec des gens que j'aime et je me régale avec ce que je fais. Et j'ai pas du tout l'intention de me faire entretenir par mon fils. Donc c'est pas prévu que J'ai tu ailles vivre jamais à Phoenix en tout cas. non, non, je vivrai pas aux États-Unis. Je vivrai pas aux États-Unis. J'aime mon chez moi. J'aime beaucoup bouger, mais j'aime mon chez moi. Et en plus, c'est très compliqué la vie aux États-Unis. Il faut avoir, enfin, ne serait-ce qu'en couverture sociale, faut pas tomber malade, faut pas machin. Enfin voilà, j'ai pas. Mais par contre, j'irai. Ouais, j'adore y aller, j'adore visiter. J'ai de la famille là-bas aussi, et je me ferai un plaisir d'y aller. Je me ferai un grand plaisir d'y aller. Mais non, non, je suis bien moi dans mon chez moi à Bordeaux, dans ma petite vie, avec mes amis, avec les gens que j'aime, avec mes réseaux professionnels ou amicaux. Et non, ça n'a rien changé. Je reprends mon petit train-train tranquille. Je rappelle mes clients, je rappelle mes petites créatrices avec qui je bosse, qui sont pour certaines des petits anges. Voilà, c'est cool. C'est Est-ce que cool. tu lui as donné des conseils à Ellie par rapport à cette notoriété, les nouveaux amis qui vont arriver de nulle part? Est-ce que vous en avez discuté de ça?
Non, pas du tout. Tu lui Pas fais du confiance tout, dans la parce gestion de que ça? je lui fais totalement confiance parce qu'en fait, il m'est arrivé d'en parler. Il m'a dit c'est bon maman, je sais et je sais qu'il le fait, Hmm. mais après c'est la vie d'Élie quoi. Je lui fais confiance pour ça. C'est sa vie à Tu lui. t'inquiètes pas. Est-ce que tu as encore Non, des contacts avec Pau? Est-ce que vous avez eu des retours depuis la draft, de la façon dont ils ont perçu les choses? c'est la question piège. Je réponds ou pas? Non, j'ai pas de retour personnellement. J'ai pas de retour personnellement, à titre personnel. Mes oreilles ont entendu des choses qui m'ont pas super fait plaisir, mais j'ai pas de retour personnellement. Il y avait vendredi dernier la réunion pour les partenaires, puisque j'étais à Pau vendredi et j'ai été voir un des partenaires de l'élan qui m'a dit que le président était très heureux. Il s'est un peu fâché auprès de la mairie de Pau parce que il dit quand c'est la section paloise, vous mettez des affiches, des pancartes, des machins, et là on a un jeune de chez nous qui part à la draft, qui est drafté chez les Suns de Phoenix, vous auriez pu mettre sa photo sur la place en grand format parce que c'est une fierté, mais on met rien sur les Lambernais. Donc il était un peu furax là-dessus, Mhm. apparemment. Il était très content qu'Elie soit draftée, très content pour Elie, voilà. Je crois que c'est le manager général qui est un peu moins content parce qu'il n'a pas eu l'indemnité escomptée. Donc Tu peux voilà, nous mais c'est rappeler la le vie. montant? En gros, c'était Alors, le au truc, c'est premier que tour, le si montant était de 650 000 dollars s'il était pris en train et pour 30. l'élan, si Ellie Ce était qu'on appelle drafté au le, premier tour. voilà, c'est ça, ce qu'on appelle le buy-out, c'est-à-dire le fait de pouvoir racheter sa fin de contrat. Mhm. Il était à 650 000 dollars au premier tour et il passe à 200 000 dollars au second tour. D'accord. Contrairement à tout ce qu'on entend sur les histoires de fois le salaire d'Elie, fois le machin, c'est 70 000 euros. 70 000, c'était le buy-out pour l'Europe. 200 000, c'était deuxième tour, 650 000 le premier tour. Donc, ça fait un manque à gagner de 450 000 pour les Lambéarnais. Et je crois que Didier Gadou est un peu sur sa faim là-dessus, mais c'est la vie. C'est la vie. Ça a été discuté comme ça. Elie avait très envie d'être pris au premier tour parce que lui aussi, il a un manque à gagner. Mais il démarre une jeune carrière et je lui souhaite de durer. Et je sais il va mettre tout en œuvre pour durer en NBA et le connaissant, comme il a toujours mis tout en œuvre pour arriver à ce qu'il avait envie. Bon, c'est que le début, Voilà. donc effectivement, c'est ce qu'on lui souhaite. Je sais en tout cas, Bonnie, pour conclure, que tu souhaitais remercier certaines personnes qu'Elie a pu côtoyer tout au long de son parcours. Donc, je te laisse le mot de la fin. Mais moi, je remercie Jamel. Il le sait, je le remercierai toujours. Hein. Je le remercierai toujours. Je voudrais remercier aussi Thomas Darnozan, qui a été un très chouette mec quand Elie a été au JSA et qui s'est aussi battu par rapport au fait qu'Elie rentre à l'élan, qui a beaucoup, qui a je peux pas dire qu'il a appuyé sa candidature, je sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, il m'a dit je ferai tout pour qu'Elie rentre à l'élan parce que j'adore ce gosse et je connais sa capacité et donc je voudrais vraiment remercier Thomas pour ça et en dehors de ça aussi pour son amitié parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ces coachs qui ont été là, le coach de Tresse qui a été super, qui a été super avec Elie et Jean-Yves toujours. Jean-Yves Janin Non, Non Jean-Yves était au JSA. C'est Sylvain. C'est Sylvain, hein, son prénom. Je vois pas. Je peux pas t'aider J'ai un là. trou. Mais si, c'est Sylvain. Romain Romain, Carassé pardon. Oui, D'accord. pardon, Romain, excuse-moi. Romain, ouais, qui a toujours été aussi, qui a toujours accompagné Ellie dans. Alors ça n'a pas été très long à Tresse, mais Romain aussi, il a toujours cru en Ellie. Et ça a été super. Jean-Yves qui a cru en Ellie aussi, mais ça a été une courte histoire avec Jean-Yves. Et puis je voudrais aussi remercier, alors il y a Arnold qui s'est occupé d'Ellie et au JSA et à l'élan. Non, à l'élan, pardon, c'était Julien Martin. C'était Julien Martin, mais Arnold a fait partie des gens qui appréciaient Ellie et qui avaient envie de le voir à l'élan Béarnais. Et je voudrais remercier des gens comme Claude
Claude Bergeau, qui est un coach extraordinaire et qui a vu aussi les talents d'Elie et qui lui a accordé sa confiance. Et puis le dernier coach, qui est Laurent Villa, pour le remercier aussi pour son soutien à Elie dans le jeu, pour la confiance qu'il lui a accordée, en lui disant vas-y mon gars, ta place tu l'as et elle est là. Et voilà, c'est super. Et j'oublie sûrement plein de gens, mais après toute sa famille qui a toujours cru en lui, qui l'a toujours poussé. Et puis dans le milieu professionnel, voilà quoi. Je crois que j'ai oublié personne. J'ai sûrement oublié des gens, mais voilà quoi. Mais voilà, ces gens qu'il a croisés au cours de son parcours et qui lui ont fait, qui l'ont valorisé, qui lui ont donné cette confiance et qui lui ont fait avoir confiance en lui pour avancer jusqu'où il est. Voilà. Merci Bonnie. Je crois que j'ai oublié personne. Mon Ablaye. Bon, même si t'as oublié quelqu'un, en tout cas, tu voulais remercier donc tous ceux qui ont cru en lui et qui l'ont aidé à s'accomplir. Ouais. Voilà. En tout cas, merci Bonnie d'avoir accepté, d'avoir parlé avec franchise, comme toujours, et puis de nous avoir ouvert un petit peu les portes de votre intimité de la Okobo Family. C'est sympa de ta part. En tout cas, nous, on va suivre Elie. Avec plaisir, mais oui. On va suivre tout ce qu'il va faire. On lui souhaite plein de réussite. Et puis à toi aussi. À toi aussi dans tous tes projets. Merci beaucoup. Voilà. Et on se tient au courant pour le prochain barbecue. Ok? J'attends de tes nouvelles. T'inquiète pas. Allez, bis Bonnie. Je te souhaite une bonne soirée. Ciao. À plus tard. Ciao. Voilà, donc par le biais de ce podcast, j'espère que vous avez découvert un petit peu mieux qui était Bonnie, la maman d'Elie. C'est une personne exceptionnelle. Vraiment, moi qui ai la chance de la connaître, je peux vous le dire. Et c'est ce que j'avais dit aussi à Yves, le papa d'Elie. Je lui avais envoyé un message en lui disant « Les chiens ne font pas des chats ». Parce que Yves, c'est un phénomène aussi. Donc j'espère d'ailleurs, Yves, que je l'aurai un jour dans le podcast pour qu'on parle un petit peu des perfs de son petit. Voilà, en tout cas, c'était la 20e édition du Skypark Podcast déjà. Et j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter. Et donc, on se donne rendez-vous pour le prochain. Je pense qu'il y en a encore un dernier à venir avant la fin de la saison. Et d'ici là, amusez-vous bien. À plus, ciao.